Bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Il existe de nombreux arts divinatoires permettant de percer les secrets de notre destin. La chiromancie ou l'art de lire les lignes de la main en fait partie. C'est ce dont on va parler dans ce 104e épisode. Bonjour et bienvenue dans ce 104e épisode. Prédire l'avenir a toujours fasciné les hommes. Les devins, les prophètes, les mages étaient extrêmement demandés et respectés. Souvent conseillers privilégiés, ils détenaient des dons, des secrets qui leur permettaient de dévoiler les mystères du futur. Évidemment, ce temps-là ne dura pas, puisqu'on finit par avoir peur de ces personnes. Les prédictions ne venaient plus des dieux, mais du diable en personne. Les vieux sages devinrent des hérétiques et ils furent chassés ou condamnés à mort. Aujourd'hui, même si la science a pris le dessus sur toutes ces choses, décortiquant, étirant, inspectant chaque recoin mystérieux et inexpliqué de la divination, il reste encore bien des mystères irrésolus. Je vous propose qu'on découvre ensemble la chiromancie, l'un des arts divinatoires les plus connus. Soyons honnêtes, la première image qui vous vient sûrement à l'esprit quand on parle de lire les lignes de la main est l'image de la femme dans sa roulotte, une bohémienne entourée de boules de cristal, de cartes de tarot et des bagues plein les doigts. Caricature ou non, eh bien pour le savoir, il faut s'intéresser à l'origine de cet art divinatoire. Selon mes différentes lectures et recherches, la chiromancie a été découverte en Inde il y a 5000 ans. Elle était alors utilisée à des fins médicales, mais certains estiment qu'elle aurait pu voir le jour vers 3000 ans avant Jésus-Christ. On retrouve la trace de cet art divinatoire dans de nombreux récits qui proviennent d'Inde, de Chine ou même du Japon et de Corée. En Inde, la chiromancie viendrait du Samudrika Shastra, qui en sanskrit signifie connaissance des caractéristiques du corps. Pour les hindous, le karma serait donc inscrit dans les lignes de nos mains. Et on retrouve ainsi la mention de la chiromancie dans plusieurs documents très anciens. En Chine, vous l'aurez très certainement deviné, la chiromancie est étroitement liée à la médecine traditionnelle, mais elle diffère quand même un peu de la chiromancie occidentale. Elle s'appuie sur les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise, à savoir le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Donc elle sera un peu différente de la chiromancie chez nous. En Grèce, Aristote aurait rédigé un traité sur les lignes de la main pour Alexandre le Grand. En Europe, au XIIe siècle, lire les lignes de la main était très courant. Mais bien sûr, la pratique a fini par être interdite par l'Église durant une grande partie du Moyen Âge. Avec le développement de l'occultisme et du spiritisme au XIXe siècle, la chiromancie est réapparue. Dans l'un des ouvrages que j'ai pu lire, on y citait quelques chiromanciens connus et j'estimais important d'en mentionner un ou deux également. Tout d'abord, on peut parler de Mademoiselle Lenormand, décédée en 1843. Son nom vous dit peut-être quelque chose, elle est surtout connue pour être une grande cartomancienne, mais elle lisait également les lignes de la main. Et il y a aussi Louis de Hamon, décédé en 1936, qui était considéré comme un grand chiromancien. Irlandais de naissance, il a conseillé plusieurs personnes célèbres, dont Arthur Conan Doyle. Ce petit point historique terminé, on va maintenant creuser davantage cet art divinatoire. Tout d'abord, pourquoi lire les lignes de la main ? En fait, de tout temps, les mains ont eu une grande importance. Elles sont utilisées dans le quotidien pour nourrir, cuisiner, nettoyer, peindre, créer, porter, mais symboliquement, elles sont aussi importantes dans tout culte et religion. Les mains peuvent être un symbole de pouvoir, de maîtrise, elles prient, elles offrent, elles sont embrassées. On connaît tous le symbole de la main de Fatima, qui est une amulette de protection contre le mauvais œil. En Asie, les mains de Bouddha sont aussi très souvent mises en avant, sans parler des Égyptiens, de la Kabbale, etc. La main droite est souvent reliée au divin, quand on lève la main droite pour jurer par exemple. La main gauche, elle, sera donc l'opposé. Mais nos mains sont aussi notre identité. Ce sont bien nos empreintes que l'on prend lors de la création de documents d'identité.
Nos empreintes étant uniques, on comprend pourquoi la croyance de lire le destin dans les mains existe. On peut rentrer un peu dans la pratique et les exercices si vous le voulez bien. Alors, bien évidemment, écouter cet épisode sur YouTube sera davantage parlant puisque je vais insérer des images pour vous guider dans vos propres observations. Néanmoins, si vous l'écoutez sur une autre plateforme, je ferai de mon mieux pour vous décrire les choses et il ne faudra pas hésiter à aller regarder la vidéo sur YouTube une prochaine fois. Par où commencer? Eh bien, la première question qui se pose, c'est quelle main regarder? En fait, il n'y a pas vraiment de règle fixe. Certains ouvrages estiment que la main gauche correspond au cœur et qu'il faut donc lire celle-ci. D'autres estiment que c'est la main dominante qu'il faut observer, donc la droite pour la majorité d'entre nous ou la gauche pour les gauchers. Il y a aussi l'interprétation suivante, la main gauche parle du passé, la main droite parle du futur. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'une ne va pas sans l'autre. Les deux mains possèdent de précieuses informations, parce que si vous les mettez côte à côte, vous remarquerez qu'elles sont un peu différentes. On peut donc lire une main et confirmer avec l'autre, voir les détails qui changent et compléter ainsi notre interprétation. Il faut aussi savoir que la chiromancie, c'est pas seulement lire quelques lignes de la paume de la main, en fait c'est un tout. Il faut prendre nos mains dans leur ensemble. On va donc observer non seulement nos empreintes, mais aussi la taille de nos doigts, la forme de nos phalanges, leur couleur, la tonicité de nos mains, la température. On commence par le général pour ensuite aller vers les détails. Dans cet épisode, il sera impossible de vous donner toutes les significations de chaque petit creux, de chaque petite ligne de vos mains, mais on va voir principalement la forme de la main, la lecture des doigts et les lignes majeures. Commençons par la forme de la main. Je vous invite à prendre l'une de vos mains, celle que vous désirez, et à la regarder attentivement. Il y a 4 familles de mains. Je mettrai des images sur YouTube. Le premier type s'appelle la main d'air, parce qu'elle se rapporte à l'élément de l'air, aussi appelée la main intellectuelle. La paume de cette main a une forme plutôt carrée, et les doigts sont assez longs. Les personnes avec une main d'air auraient un bon sens pratique. Les doigts longs parleraient d'une grande capacité à penser différemment. Elles seraient curieuses, extraverties et auraient un bon esprit analytique. Elles sont méthodiques, soigneuses, organisées et logiques. Les gens qui ont des mains d'air sont généralement très sociables et aiment la communication. Elles adorent la stimulation intellectuelle. Ces personnes s'entendraient avec tout le monde. Elles sont super à l'aise en société. Par contre, ces personnes peuvent avoir un avis très tranché et être critiques. Elles peuvent vite s'ennuyer si leur environnement n'est pas assez stimulant. Elles peuvent aussi parfois sembler manquer d'empathie. Le deuxième type de main s'appelle la main de terre, aussi appelée la main pratique. Là aussi, la paume est plutôt carrée, mais par contre les doigts sont plus courts. Il s'agit en fait d'une petite main. Elle est très caractéristique des personnes déterminées, travailleuses, entières, observatrices et dotées d'un sens pratique et analytique. Elles ont une nature solide et font d'excellents amis et partenaires fiables et loyaux. Par contre, le fait d'être ancrées un peu à l'extrême les pousse parfois à trop s'enfermer dans une routine au lieu d'essayer de nouvelles choses. Elles ont un peu de peine à sortir de leur zone de confort. Le troisième type s'appelle la main de feu, aussi appelée la main intuitive. Là, on a une paume plutôt allongée et rectangulaire, et non carrée. Les doigts restent courts. Les personnes qui ont ce type de main seraient dynamiques, ouvertes et enthousiastes. Elles sont vives, impulsives, indépendantes et intuitives. Elles ont tendance à suivre leurs envies et n'en font souvent qu'à leur tête. Elles seront souvent les personnes qui apportent de l'amusement dans leur entourage. Ces personnes sont charismatiques. Par contre, niveau défaut, leur nature dynamique en fait peut aussi montrer de l'impulsivité, de l'impatience et donc des décisions hâtives. Parfois, elles peuvent être un peu égocentriques. Le quatrième type de main s'appelle la main d'eau, aussi appelée la main sensible. Là, on se retrouve avec la paume rectangulaire, comme avant, allongée, et les doigts sont aussi longs et allongés. Ces personnes-là seraient créatives, sensibles et rêveuses.
Cette main est associée aux gens versatiles, émotifs et parfois introvertis. Mais ces personnes arrivent pourtant à bien exprimer leurs émotions et leurs sentiments. Elles supportent peu la solitude et ont besoin de construire et de s'entourer de gens fiables. Leur sensibilité peut être un point fort, mais également un point faible. En fait, comme elles sont dirigées par leurs émotions, elles peuvent se sentir vite submergées et donc moins bien supporter le stress et les problèmes. Voilà pour les 4 familles de mains. N'oubliez pas que ce n'est que la première étape et si vous ne vous reconnaissez pas dans ces descriptions, vous pourrez comparer votre autre main qui peut avoir une forme différente, mais surtout interpréter les autres parties de la main que l'on va voir à présent. On va passer maintenant aux doigts. Les doigts vont nous fournir beaucoup d'informations intéressantes, comme par exemple l'orientation professionnelle ou bien sur la personnalité de la personne dans la vie de tous les jours. Normalement, on doit s'intéresser aux ongles, aux empreintes digitales, aux jointures et aux phalanges, ainsi que leur forme. On ne pourra pas tout voir malheureusement dans cet épisode, mais on va survoler chaque doigt. Nous avons donc le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Chaque doigt est divisé en 3 phalanges. La première phalange est celle qui part donc de la base du doigt. La seconde est celle du milieu et la troisième est le bout du doigt. Donc en fait, si on avait vraiment beaucoup de temps, il faudrait analyser chaque phalange de chaque doigt et regarder les symboles et les lignes qu'on y trouve. Donc vous voyez, c'est vraiment très complexe. Le pouce vient représenter la volonté et la logique. Le pouce est aussi appelé parfois le doigt de Vénus. On va commencer par l'angle. Si vous détendez votre main, vous allez remarquer que votre pouce a un angle plus ou moins grand par rapport à votre index. Il peut aller de 45 degrés à 90 degrés. Plus l'angle est petit, plus la personne peut être timide et apprécier son intimité. Plus l'angle est grand, plus la personne peut s'ouvrir facilement aux autres. Remarquez maintenant sa taille. S'il est plutôt petit et court, alors vous pourriez manquer d'énergie et être assez influençable. Pour voir si vous avez un pouce plutôt court, vous allez le coller à votre index. Vous allez simplement serrer en fait les doigts de votre main et vous allez voir si votre pouce il atteint la moitié de votre index. S'il n'atteint pas la moitié de votre index, alors c'est qu'il est petit. Un pouce de taille normale, on va dire, va être du coup un peu plus grand et ça peut indiquer que vous avez une personnalité équilibrée. Et un pouce de grande taille se trouve généralement chez les personnes qui aiment commander ou diriger. L'index vient représenter l'ego et l'ambition. On l'appelle aussi le doigt de Jupiter. Il est en lien avec le soi, les opinions de la personne, son estime d'elle-même. Si votre index est plus long que l'annulaire, alors ça peut indiquer une fierté excessive. Cette personne-là aura besoin de se dépasser, de briller et d'être valorisée. Si l'index est de taille dite normale, donc qu'il a la même taille que l'annulaire, alors la personne est en accord avec elle-même et elle est capable de mettre sa créativité au service de ses ambitions. Elle est confiante en ses capacités, elle a des convictions, mais elle n'est pas pour autant fermée aux opinions des autres. Si l'index semble plus court que l'annulaire, alors il peut y avoir un problème de confiance en soi. Le majeur ou doigt de Saturne vient représenter l'équilibre et le mode de vie. Il est lié à tous les aspects de la vie quotidienne, ce que l'on choisit de faire de son temps, mais aussi notre disposition d'esprit. Un majeur qui est plus long que les autres doigts et dont la base de l'ongle débute au-dessus des autres doigts, indique une personne plutôt casanière, solitaire et réfléchie. Un majeur qui est court et de taille presque identique à l'index va venir montrer une intuition développée et des talents artistiques. Un majeur qui a à peu près la même taille que l'annulaire indique une personne peu raisonnable qui aime prendre des risques. L'annulaire, ou le doigt du soleil, vient représenter la beauté et les émotions. Il est associé à l'image qu'une personne donne d'elle, à la créativité, aux arts, ainsi qu'à la relation de la personne et ses émotions. Un annulaire de la même taille que l'index indique que la personne est équilibrée et bienveillante. Un annulaire qui est long indique une personne introvertie, pensive et dotée de talents artistiques. Un annulaire plutôt court va indiquer une personne gérant difficilement ses émotions et qui est plutôt solitaire.
L'auriculaire, ou le doigt de Mercure, vient représenter la communication ou le langage. Il est associé à la vivacité d'esprit et à l'expression. Il est aussi un peu en lien avec la sexualité. Un auriculaire qui va atteindre la jointure supérieure de l'annulaire, autrement dit qui va presque arriver à la troisième phalange de votre annulaire, indique qu'une personne est observatrice, sociale et dotée d'un talent de communication, mais aussi d'une haute intuition. Un auriculaire qui atteint la base de l'ongle de l'annulaire indique une personne rusée dont il faut se méfier. Un auriculaire qui va atteindre la jointure supérieure de l'index va venir montrer une personne intelligente, agréable et au fort talent d'adaptation. Un auriculaire extrêmement court, c'est-à-dire qui va à peine atteindre la première phalange, la première phalange de l'annulaire, va indiquer une personne peu sociable qui n'exploite pas ses compétences. J'espère que vous avez réussi à me suivre, comme ça, en tout cas pour ceux qui ne m'écoutent pas sur YouTube et qui n'ont pas d'image et de support visuel, j'ai essayé de faire au mieux, mais vraiment, pour ce genre d'épisode, c'est mieux de le regarder sur YouTube. Enfin, on finira cet épisode par interpréter les lignes majeures de votre main. Il y a 4 lignes majeures. La ligne de vie, on y associe le voyage de la vie, la vitalité et le mode de vie. N'ayez pas peur, ça n'indique pas votre durée de vie, mais elle est liée à la vitalité de la personne. Ensuite, il y a la ligne de tête. On y associe la mentalité de la personne, son mode de pensée. La ligne de cœur, on y associe l'état émotionnel, ce que la personne ressent. Et enfin, la ligne du destin, c'est la ligne qui concerne la direction prise dans la vie, le mode décisionnel. Bien sûr, il y a plein d'autres lignes, mais on n'aura pas le temps de tout voir, c'est pourquoi j'ai choisi de vous expliquer les 4 majeures. Un petit conseil, pour mieux voir vos lignes de la main, vous pouvez fermer légèrement votre main pour faire ressortir les plis naturels et voir ainsi beaucoup mieux ces 4 lignes majeures. Commençons donc par la première ligne qui est donc la ligne de vie. Comme je le disais, la ligne de vie correspond à votre vitalité, à votre stabilité et vos connexions. Elle montrera si vous avez beaucoup ou moins d'énergie et ce qui concerne aussi la maison, la stabilité, la famille, la sécurité physique, mais aussi un peu votre corps physique. Donc maintenant, sans schéma, comment repérer cette ligne? Eh bien, quand vous refermez un peu votre main, vous allez voir donc le pouce, et le pouce en fait, il y a 2 grandes lignes majeures normalement qui traversent un peu la main. Donc entre le pouce et l'index, il y en a il y a une ligne et il y a une autre ligne. Et en fait, la première, donc qui se situe la plus proche du pouce, est cette fameuse ligne de vie. Et celle qui se trouve juste au-dessus, qui part aussi entre l'index et le pouce, et qui apparaît bien quand vous fermez un peu la main, ça sera en fait la ligne de tête qu'on verra après. Donc, votre ligne de vie. Si votre ligne de vie est longue et bien marquée, ça va indiquer une vie saine et en relativement bonne santé. Si votre ligne de vie est assez longue et un peu double, donc si vous avez l'impression d'en avoir 2, ça va indiquer une vie longue et heureuse. Une ligne de vie courte indique une vie parfois instable du fait d'événements ou de petites maladies qui peuvent semer un peu le trouble. Une ligne de vie plutôt fine va indiquer une santé faible et une personne plus intellectuelle que sportive. Si votre ligne de vie est vraiment très fine, ça va indiquer une hypersensibilité ou une instabilité mentale. Si votre ligne de vie s'interrompt à un moment donné, ça indique peut-être un événement majeur qui peut avoir lieu dans votre vie et avoir un grand impact. Maintenant, la ligne de tête, donc comme je le disais, cette ligne correspond à l'intellect, au raisonnement, notre façon de traiter nos pensées. Et comme je disais, elle se situe au-dessus de la ligne de vie, donc quand vous fermez un peu la main, elle va partir entre le pouce et l'index. Et elle est assez marquée, elle passe un peu au centre de la main. Donc une ligne de tête qui est nette et bien marquée va indiquer une personne courageuse à la volonté de faire. Une ligne de tête droite qui va atteindre pratiquement l'extérieur de la main, donc l'autre côté de la main,
indique une personne plutôt avare ou en tout cas qui est très méticuleuse concernant l'argent. Une ligne de tête très fine va indiquer une personne soumise ayant des difficultés à prendre des décisions seule. Une ligne de tête fine et droite, donc qui n'est pas très courbée, va indiquer une personne intelligente en soif perpétuelle d'apprendre. Une ligne plutôt courte et droite indique une personne jalouse et passionnée. Ensuite, nous avons la ligne de cœur. Comme je disais, cette ligne correspond aux émotions, aux connexions, nos relations aux autres. Si votre ligne de cœur est longue, nette et une courbe plutôt douce, ça va indiquer que vous êtes une personne pleine d'amour et bienveillante qui rencontrera un seul grand amour. Une ligne de cœur qui est longue mais qui s'arrête juste avant l'auriculaire, en fait en dessous, va indiquer une personne pleine d'amour et bienveillante qui ne trouvera peut-être pas le bonheur sentimentalement. Une ligne de cœur plutôt courte peut indiquer une personne égocentrique. Une ligne de cœur qui est fine et très peu marquée peut indiquer une personne qui n'est pas très émotive et qui n'est pas très sentimentale. Si votre ligne de cœur est un peu en forme de chaîne, ça peut indiquer que vous êtes une personne instable sentimentalement. Une ligne de cœur qui n'est pas vraiment courbe et qui est plutôt droite, sans embranchement, peut indiquer que la personne est davantage centrée sur elle-même et qu'elle ne s'intéresse pas forcément beaucoup aux autres. Ensuite, nous avons la ligne de destin. Comme je disais, cette ligne cartographie en quelque sorte le chemin de l'existence. Elle est associée au caractère de la personne, à ses choix de carrière et comment elle s'identifie. On l'appelle parfois aussi la ligne de la chance. Pour repérer votre ligne du destin, alors il faut regarder en plein milieu de votre main. Il y a une ou deux lignes qui vont la traverser de haut en bas. Donc plus précisément, la ligne va souvent partir entre l'annulaire et le majeur et descendre en direction de votre poignet. Donc ça, c'est la ligne de votre destin. Sur un schéma, ça sera beaucoup plus clair, évidemment. Donc si vous avez votre ligne du destin qui prend naissance dans la ligne de vie qu'on a vue juste avant, ça peut indiquer un changement dans votre vie qui apportera de la réussite. Si la ligne du destin est nette et longue, qui se divise parfois aussi en deux branches, ça peut indiquer la réussite dans tous les domaines. Si elle se termine proche de la base de l'index, elle peut indiquer un héritage ou un gain financier important. Si votre ligne du destin qui monte un peu comme ça du poignet vers vos doigts, elle se divise comme ça en branches qui montent vers les doigts justement, ça peut indiquer des opportunités et des coups de chance qui jalonneront votre vie. Voilà en très résumé les principales choses à voir lorsque l'on fait de la chiromancie. J'aimerais vraiment faire aussi un petit disclaimer. Vous avez remarqué peut-être que certaines descriptions de la ligne de tête ou de cœur ou comme ça sont assez tranchées et peut-être un peu négatives selon comment, mais il faut pas prendre ça au pied de la lettre. C'est-à-dire que si votre ligne de cœur dit que vous ne trouverez peut-être pas le bonheur sentimentalement, eh bien ce n'est pas grave. Il faut pas se dire oh mon Dieu, je trouverai jamais quelqu'un, je finirai ma vie seule. Ce n'est pas du tout le cas. Et deuxièmement, même si c'était le cas, comme toute divination, que ce soit le tarot, le pendule, n'importe quoi, il faut toujours prendre ce qui est dit comme un conseil et comme une sorte d'indication. Peut-être que si votre main indique que vous ne trouverez pas le bonheur sentimentalement, c'est peut-être parce que finalement, au fur et à mesure de votre vie, vous vous direz eh bien, je n'ai envie d'avoir personne. Moi, le bonheur, c'est pas dans l'amour traditionnel que je le trouve, c'est plutôt dans ma famille, dans mes amis, dans mon entourage. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut prendre les choses et pas les voir comme étant une fatalité. C'est vraiment important. Ça, c'était vraiment juste quelques points de départ pour apprendre les lignes de la main. Ce n'est qu'un début, il y a plusieurs choses que je n'ai pas traitées. Les monts, par exemple, ces bosses que l'on retrouve sur la paume de nos mains, qui sont très importants eux aussi, mais aussi les autres lignes de la main que je n'ai pas abordées, ou encore les symboles comme les croix, les étoiles, etc. que l'on retrouve parfois. La chiromancie est un tout, et je ne prétendrai jamais, avec un seul épisode, vous donner toutes les significations. Il existe
de superbes livres très précis qui font plus de 500 pages parfois et que je vous conseille vivement si vous voulez apprendre davantage sur ce sujet. Toutes mes sources sont en barre de description. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, laissez-moi un like. Ça aide beaucoup le podcast d'avoir un petit like. C'est vraiment bon pour l'algorithme. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des nouveaux épisodes. Vous pouvez aussi vous abonner à la page Instagram et retrouver les anciens épisodes du podcast sur toutes les plateformes de podcast. Tous les liens seront en barre de description, ça je l'ai déjà dit, et je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Je le dis peut-être pas assez, mais j'apprécie toutes vos écoutes. Merci à tous ceux d'entre vous qui me laissent des commentaires, je vous vois, je vous lis, et sachez que ça me touche beaucoup que vous preniez le temps de commenter. Je vois vos messages en privé également, et vraiment merci. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez grand soin de vous et à bientôt.